Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 11e numéro de la saison de votre émission, donc 52 minutes chrono et la dernière émission de l'année 2024, l'occasion de revenir sur les meilleurs moments et surtout ce qui a marqué le sport algérien durant l'année 2024. On aura aussi un débat sur le sport scolaire très important après suite aux décisions du président de la République et les nouvelles perspectives dans cet aspect-là. Et puis on fera un tour d'horizon des trois différents sports collectifs, basket, handball et volleyball. Le plaisir d'accueillir dans ce dernier numéro de l'année 2024 l'actuel président de la Fédération algérienne de sport scolaire qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est d'ailleurs un habitué à l'émission de 52 chrono. C'est Hafid Izam. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation et je salue à votre place notre invité et surtout je salue notre ami et collègue Badro. Ça m'a fait un grand plaisir de le voir. Allez, ça lui fera également un grand plaisir. Le plaisir de retrouver également. Lui également, il est passé il y a de cela quelques années. Notre deuxième invité, à savoir Hicham Ben Ayad, ex-international en équipe nationale de basketball, qui vit au Canada. Il est là pour parler des deux systèmes sportifs algériens, puisqu'il a évolué durant plusieurs années, que ce soit en équipe nationale ou bien au niveau de l'équipe du GS Pétrolier. Hicham Ben Ayad, qui lui aussi nous fait le plaisir d'être parmi nous. Hicham, bonsoir. Bonsoir, mais ça fait plaisir d'être. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous et avec nos invités. Je pense qu'on a beaucoup à parler, ça peut être que du positif pour 2025. Surtout pour le sport national, pour le sport scolaire et également notre consultant en la matière, Badardim Belhadjouja. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bienvenue à nos invités. Et puis c'est un plaisir d'éclairer davantage nos téléspectateurs comme chaque lundi. Voilà, sur le sport national, avant d'entamer les débats, on va commencer par l'actualité avant de revenir à nos invités. Déjà pour parler basketball, les 6e journées de la Super Division dominée par plusieurs affiches. L'une d'elles, vous l'avez suivi en direct jeudi entre le NB Stawali et le Moudia d'Alger. Score plutôt une victoire nette et sans bavure en faveur de l'équipe de Stawali. Et l'autre affiche a opposé le Trad de Dralia à l'USM Alger. Victoire sur le fil des visiteurs de l'USM Alger, comme nous le décrit à travers son reportage Fethi Bendali. De Amelia et Redouane Terek creusant un écart de 9 points, 67 à 58. Mais le trad riposte porté par Hamdini et Noueri réduisant l'écart à un seul point, 67 à 66, à 2 minutes de la fin. Dans un moment crucial, Amelia Mohamed transforme 2 lancers francs pour l'USMA, 69-66. Mais le trad répond avec un panier important de Azizane qui ramène l'écart à 1 point, 69-68. À 25 secondes du terme, l'USMA creuse à nouveau l'écart grâce à 2 lancers francs de Zayn Mahdi. 71-68. Dans un ultime élan, le trad réussit un panier spectaculaire qui aurait pu égaliser à 71 partout. Cependant, le buzzer avait déjà retenti avant le tir, invalidant l'action. Les arbitres unanimes confirment la victoire de l'USMA sur le score de 71 à 69.
Ce match haletant a mis en lumière plusieurs joueurs clés côté USMA, mais c'est Amelia Mohamed qui s'est démarqué en tant que MVP de cette partie. Oui, je tiens à féliciter mes coéquipiers, surtout le staff et les joueurs pour ce match. Au début, on a bien commencé le match, on était super concentrés, surtout après une série de défaites où on a perdu pas mal de matchs faciles. Cette fois, on a tout fait pour remporter ce match-là. C'était comme une finale pour nous. Alhamdoulilah, on a suivi les conseils des deux coachs et tout. On a tout fait pour remporter ce match. Alhamdoulilah, on a essayé de gérer par carton. Chaque carton, on a essayé de le gérer. Alhamdoulilah, finalement, on a eu cette victoire. Très belle victoire, comme vient de le dire Mohamed Amaria, que vous avez eu comme adversaire, Hicham Ben Ayad, l'ancien joueur du Wydad de Boufarik. Oui. Très beau match et belle victoire sur le fil. Oui, belle victoire. Et j'étais présent également au match et puis il y avait beaucoup d'intensité. Il y avait beaucoup d'intensité. Ça fait toujours plaisir de voir des anciens coéquipiers ou des adversaires. C'est de bons matchs. Ouais, je peux dire que ça fait plaisir de revoir. Vous étiez également présent la veille, donc jeudi après-midi, pour suivre le match entre Staoueli et le Mouloudia d'Alger. Exactement. C'est beaucoup plus la défaite du Mouloudia qui a surpris, 20 points d'écart. Exact. Je vous dirais que le Mouloudia, moi, ça m'a surpris qu'il y ait 20 points d'écart. Staoueli, c'est une équipe jeune avec beaucoup de talent, mais le Mouloudia qui était avant le GSP a fait en sorte que les joueurs se sont dispersés un peu partout. Et puis, je dirais que le Mouloudia, c'est sûr que c'est difficile de voir, tandis que j'étais avec c'était mes coéquipiers. Et de voir ça, c'était un peu difficile, mais haut la main, je donne chapeau à Staoueli avec leur belle victoire méritée. Très belle victoire méritée, sans aucun doute. Avec surtout leur fraîcheur de jeunesse. Il y a d'autres résultats qui vont vous surprendre certainement à travers le tableau que nous vous proposons. C'était le basketball, on reste dans les sports collectifs pour parler cette fois-ci de handball dames, puisqu'il n'y a pas eu de compétition pour les hommes, en raison du stage de l'équipe nationale qui se prépare pour le mondial de la discipline. Donc 7e journée excellence dames dominée par une belle affiche entre El Biar et l'équipe de Constantine. On va suivre les images que nous a ramenées. Donc Meyssa les voilà, elle s'est déplacée vendredi pour suivre ce match entre les El Biaroises qui ont dominé pratiquement toute la partie. On s'attendait à un sursaut d'orgueil ou une réaction de la part des Constantinois. Ça n'a pas été le cas puisque les El Biaroises ont pris le dessus en première mi-temps et en seconde période également, avec un score final à 33 buts à 14. Ça, c'est l'échauffement bien évidemment et le coup d'envoi de cette partie dominée donc par les El Biaroises. Et encore une fois, El Biar qui confirme sa suprématie puisque Abdeldim El Hadjouja, elle est en première position à 2 points des filles du TS Sétif qu'on avait couvert la semaine passée. Donc 14 points pour l'équipe d'El Biar et donc victoire méritée. Victoire méritée, mais il faut dire que les forces ne sont pas égales. On voit bien la domination d'El Biar, l'équipe d'El Biar féminine, et puis l'équipe de Constantine, je dirais qu'elle est loin du niveau qu'il faut. Hein. Donc il y a quand même, chez les dames, il y a quelques clubs, quelques associations qui sont au-dessus du lot. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait par exemple l'année dernière chez les garçons. Il y avait un creuset énorme concernant les scores. Hein, il y avait vraiment une différence énorme. Et puis ce qui a fait cette année la force chez les hommes, et puis les matchs sont très disputés, c'est qu'on est passé
passer de 26 équipes à 18 équipes. Maintenant, chez les féminines, c'est très difficile parce que la jante féminine, il faut l'encourager, et pas uniquement en handball, mais dans toutes les autres disciplines, que ce soit les sports co ou les sports individuels. Il ne faudrait pas aller vite vers des décisions comme on l'a fait avec les hommes. C'est une autre paire de manches. Voilà, on rappelle le score 33-14 en faveur des ailes biarroises. Les autres scores de cette 7e journée Excellence Dames dans le tableau qui suit. On quitte le handball pour parler cette fois-ci de volleyball et la 7e journée de la Nationale 1 messieurs. Juste pour vous rappeler que c'est l'Olympique El Milia qui domine le groupe B alors que le Mouloudia d'Alger est en première position dans le groupe A. Il est allé s'imposer, l'équipe du Mouloudia est allée s'imposer à Messelmoun dans un match très disputé. On va voir les images que nous a ramené Ramzi et Mhamdi, même s'ils ont été donc défaits par le Mouloudia d'Alger, les protégés de Ma'ammar Saddouqi ont démontré qu'ils ont leur place dans la super division. D'ailleurs, les partenaires de Chouiqat ont d'ailleurs pris le jeu à leur compte dès les premières minutes, dès les premiers points, et en terminant le premier set à leur avantage 25-23. Ça, c'est l'échauffement. Le second set, les Mouloudéens défendent mieux et ne se laisseront pas faire et surprendre par cette brave équipe de Messelmoun en s'imposant 21-25, portés par leurs jeunes supporters. Les locaux parviendront à imposer leur jeu et s'imposer largement lors de ce troisième set, 25-16. Nous vous proposons donc les images des deux premiers sets et le public qui est nombreux au niveau de cette commune de Messelmoun. Vous allez me dire pourquoi cette ville s'intéresse beaucoup au volleyball. Eh bien, c'est grâce aux premiers dirigeants qui ont inculqué la culture du volleyball dans cette région. Et nous avons une grande équipe qui fait fureur cette saison et les saisons qui sont passées. Donc, score final 3-7-2 en faveur de l'équipe du Mouloudia d'Alger. Les scores de cette 7e journée, rapidement, le Asbatiwa a pris le dessus sur l'Olympique Al-Qsar 3-7-0. Messelmoun qui s'incline devant le Mouloudia d'Alger 3-7-2. Le Pokchlef a battu le CS Nadroma 3-7-2. Un match qui a été reporté. C'est celui qui devait opposer le RC Msila face à l'ASV Blida. Tlemcen qui s'impose devant l'Olympique Al-Qsar. Dans le groupe B, centre-est plutôt, le MBB Jaya a été battu par Oulad Adouane 3-7-1. Victoire du même score dans l'Olympique El Milia qui est allé imposer sa loi chez le Stedjnant, et l'Olympique Ain Mlila qui a été battu par le NR Borj-Baïj 3-7-1 et 3-7-0 en faveur de Ain Azel face à l'équipe sétifienne. Au classement, El Milia première, Tedjnant deuxième et Oulad Adouane troisième. Voilà pour les sports collectifs. On va écouter surtout les impressions à chaud juste après la fin de la rencontre entre Messelmoun et le Mouloudia d'Alger. Il ne faut pas sous-estimer Messelmoun depuis longtemps qu'ils jouent très bien chez eux. C'est une équipe qui est très combative, surtout défensivement. Ils nous ont surpris au premier set sur leur service qui était vraiment agressif. Mais alhamdoulilah, on a su corriger notre système de réception. Et sincèrement, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine résistance de leur part. Surtout quand ils jouent contre Mouloudia, tout le monde fait sortir son grand jeu. Mais alhamdoulilah, pour nous, les victoires se continuent. Et tant mieux pour nous, là, on y travaille. C'est pas l'objectif de gagner un match, mais surtout c'est de progresser et arriver à un certain stade où on sera au top, Inch'Allah. On ne les a pas sous-estimés, pas du tout. On s'attendait à ce que ça soit difficile, comme ça a été l'année dernière.
Mais ils ont fait sortir le grand jeu et tant mieux pour nous. L'équipe est en phase de progression, à la base c'est la phase aller. Mais toujours reste avec le manque de moyens ou le manque il y a la qualité de joueurs, surtout l'expérience هي اللي دارت لا ديفيرونس اليوم. Mais ça va les jeunes نقول لهم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم داروا اللي عليهم وداروا بزيادة. Voilà, Daroub Ziada, et c'est une belle victoire du Mouloudia qui reconnaît également la force de l'équipe de Messelmon, et bon courage pour cette ville qui adore le volleyball, il faut le reconnaître. Voilà, deuxième partie de l'émission, on va faire pratiquement le bilan de l'année 2024 en matière de résultats et surtout se projeter sur ce qui va venir et ce qui a été décidé par l'État algérien, le président de la République en matière de sport scolaire. Et le sport scolaire, vous allez me dire pourquoi ce lien entre le sport scolaire et les meilleurs résultats de l'année. Eh bien, il y a un lien très étroit entre les deux, puisque le sport scolaire, c'est la base du sport d'élite et du sport civil. On va en parler puisque nous recevons avec grand plaisir le président de la Fédération algérienne de sport scolaire, donc qui a retrouvé sa place au niveau de cette fédération avec toute la famille du sport scolaire. Déjà, première question, comment ça se passe pour vous au niveau de cette fédération? Sincèrement, comme d'habitude, à l'aise entre ma famille, et c'est mon domaine, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Il faut également rappeler que vous êtes membre de la famille olympique. Alors, l'année 2024, marquée notamment par ces belles médailles de 2024. On va suivre ce résumé, surtout ce rappel, donc signé Maïssa Lebouhla, et on se retrouve juste après. L'année 2024 s'achève et laisse derrière elle des souvenirs inoubliables pour le sport algérien. Et l'un des moments forts fut incontestablement la moisson triomphale de l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris, où les athlètes algériens ont offert au pays 2 médailles d'or et une en bronze. Une première décrochée par Iman Khalif en boxe féminine a accompli un exploit sans précédent en étant la première boxeuse algérienne, arabe et africaine à décrocher cet honneur. La jeune gymnaste, Kéliane Mour, de son côté, s'est elle aussi adjugée la médaille d'or olympique, une première dans l'histoire de la gymnastique algérienne, africaine et du monde arabe. L'athlète Jamel Sedjati, quant à lui, s'est distingué dans l'épreuve du 800 mètres en battant des records nationaux tout au long de la saison et en remportant surtout une belle médaille de bronze aux Olympiades de Paris 2024. Ces performances exceptionnelles ont valu aux champions algériens les éloges du président et de la République tout entière. Les athlètes paralympiques ont également brillé en portant haut les couleurs de la nation aux Jeux paralympiques de Paris, avec un impressionnant total de 11 médailles, dont 6 en or et 5 en bronze, grâce à une volonté de fer et une détermination sans faille de Jamel Skandar Othmani sur le 100 et 400 mètres, ainsi que ses compagnons. L'Algérie a dominé le podium au niveau arabe et africain, lui permettant de se classer au 25e rang mondial. En outre, le sport militaire algérien a marqué l'histoire d'un saut d'or lors des Jeux militaires africains à Abuja, où l'Algérie a récolté un total impressionnant de 96 médailles, 53 en or, 22 en argent et 21 en bronze. Cette prouesse lui a permis de décrocher la 2e place du classement général, inscrivant ainsi son nom parmi les plus grandes nations sportives du continent. L'équipe nationale algérienne de football a poursuivi sa marche triomphale, enchaînant les victoires lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, assurant sa place pour la phase finale. L'objectif est désormais de rééditer cette performance lors des qualifications pour la Coupe du Monde. L'année 2024 a connu un développement significatif en infrastructures sportives algériennes avec l'inauguration de nouveaux stades, comme le Shahid Ali Ammar à Alger et le joyau qui porte le nom du défunt héros Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Des structures parmi les plus belles et les plus modernes d'Afrique, qui permettent au pays d'afficher ses atouts pour abriter des compétitions internationales de grande envergure. Beaucoup de belles choses à retenir durant cette année 2024. On a vécu avec vous
plein de directs à l'occasion des 2 Jeux olympiques et paralympiques sur Canal Algérie, sur l'antenne de Canal Algérie. C'est ce qui vous a marqué vraiment? C'est ça, Mokhtar. C'était émouvant d'un côté, d'un autre côté, bon, je me pose toujours la même question. Est-ce qu'on a fait une véritable évaluation de ces Jeux et de cette année, ou on a fait juste une valorisation? Le problème réside à ce niveau-là. Je pense qu'on est au niveau de la valorisation, c'est-à-dire on a eu des médailles, point à la ligne. Mais est-ce qu'on a fait une évaluation réelle? Est-ce qu'elles vous ont marqué d'abord? C'est-à-dire d'un point de vue résultat. Pour revenir sur les résultats. Bon, les résultats, écoutez, quand on avait vibré ensemble par rapport aux résultats de la boxe. C'est ce sentiment qu'on doit avoir même. Quel est l'Algérien qui ne vibre pas quand il y a une médaille au bout d'un chemin d'un athlète, l'analyse, c'est la deuxième partie. Voilà. Oui. Pardon? L'analyse, on va passer à l'analyse. Ah oui, on n'analyse pas encore très bien. Donc c'était émouvant, c'est très bien, c'est de valorisation. Espérons que ça va aller encore mieux pour les années à venir. Très bien. Alors, Cheikh Izem, vous étiez à Paris, on s'était rencontrés et il y avait beaucoup d'émotions, certainement. Beaucoup d'émotions, c'était vraiment extraordinaire. Cette ambiance, on ne peut pas la vivre si on n'est pas dedans, surtout dans les Jeux olympiques. C'est vraiment extraordinaire de voir tous les athlètes de haut niveau cherchent à trouver le chemin pour avoir une médaille. Il y avait vraiment du très haut niveau. Oui, il y avait de très haut niveau dans toutes les disciplines. C'était vraiment très intense pour un athlète qui se prépare pendant 10 années pour préparer aux Jeux Olympiques ou 8 années pour préparer les Jeux Olympiques. Et on a vu des athlètes, nos athlètes, qui ont essayé de faire tout leur maximum. On a pu réussir pour avoir 3 médailles. C'est extraordinaire. Malgré il y a d'autres athlètes qui méritent d'accrocher au moins le podium, mais ils n'ont pas pu arriver. Mais on les encourage toujours pour arriver, Inch'Allah. Hicham, vous étiez au Canada, c'est bien de vivre ces Jeux à partir du Canada, mais on a le cœur avec l'Algérie surtout. Exactement, même peu importe où tu es dans le monde. Tu as suivi tous les Jeux? Ouais, tous les Jeux, spécialement tous les combats et les compétitions avec les athlètes algériens. Peu importe où tu es dans le monde, au Canada ou peu importe, tu es toujours à cœur avec l'Algérie. En tant qu'Algérien et joueur, oui, ça te donne des frissons de voir des victoires et le fait d'entendre Qassaman au Stade de France, c'est autre chose. Et Roland Garros également. Exactement. Pour la boxe. C'est vraiment émouvant. Et même pas juste moi, toute la famille. Il y a un match aujourd'hui, on le regarde. Ça a été comme ça tout l'été. Voilà, l'été, on a vécu de très bons moments. Pour rester dans les résultats de nos athlètes, c'est pratiquement ce que vous avez prédit lors de la saison 2023-2024. Une médaille pour Bournemouth, une médaille pour la boxeuse Iman Khalif et une médaille pour Sedjati. Oui, 3 médailles, pas plus. Vous n'avez pas dit ni 4 ni 2. On avait prédit ça tout simplement parce que c'est logique. Vous savez, le sport aujourd'hui est devenu scientifique. Contrairement à ce qu'on peut dire là et là, je pense que maintenant la technologie accompagne le sport du haut niveau. Les exigences sont mises vraiment... La barre, elle est très haute. Et c'est pour cela que je disais, même avant ces Jeux, que c'était ces 3 athlètes qui allait nous ramener une satisfaction. Pourquoi ces 3 athlètes? D'abord, Kaïlia Nemour était mise au départ dans une sphère de préparation correcte à l'étranger, c'est-à-dire en France. Donc elle avait quand même, si vous voulez, l'état d'esprit sportif actuel, c'est-à-dire avec toutes les exigences qu'il faut, tous les moyens qu'il faut. Il ne faut pas se leurrer. D'un autre côté, concernant la fille, notre boxeuse Khalif, Iman, il ne faut pas oublier qu'elle a bénéficié d'une préparation aux États-Unis, plus d'un macrocycle. Un macrocycle, pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est une année de préparation. Elle avait plus d'une année de préparation à l'étranger, c'est-à-dire qu'on l'avait mise dans une sphère de préparation correcte. Maintenant, pour Sedjati, il faut le rappeler, c'est un signataire
dire, au niveau de l'association militaire sportive. Et on sait tous, comme on est, que les militaires ne jouent pas avec la préparation. Ils sont organisés, ils ont la rigueur, etc. Donc c'était prévisible que ces 3 athlètes allaient nous ramener une grande satisfaction. Maintenant, pour le reste, mon ami avait effleuré tout à l'heure l'idée qu'il y avait possibilité d'autres athlètes pour émerger. Effectivement, est-ce qu'on les a mis dans les mêmes conditions? Je ne pense pas. Oui. Alors, 3 bonnes prises en charge pour ces 3 médaillés, et ce n'a pas été le cas pour les autres, parce que tout simplement, et là on arrive à la deuxième partie de votre intervention, l'évaluation qu'on ne fait pas après chaque grand événement. Effectivement, on ne fait pas une évaluation. On est pris par ces résultats de 3 médailles. Bon, ça arrive peut-être chaque décennie, mais est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est spécifique par rapport à ces athlètes qui vont nous ramener? Est-ce que c'est des champions nés? Vous savez, dans le sport, il y a des caractères, il y a des personnages qui sont nés champions. On ne peut pas leur barrer. Écoutez, Morsli, par exemple, et Hassib Aboul Marqa, dans leur carrière, ils ont souffert. Il n'y avait pas assez de moyens jusqu'à la décision politique, jusqu'à la dernière année. Si vous voulez, des Jeux Olympiques, on avait pris la décision de les emmener et de les mettre dans cette sphère à l'étranger, un à Cuba, l'autre aux États-Unis, etc. Donc, voyez-vous, soit on met le paquet et on se dit aujourd'hui, voici les moyens qu'il faut pour ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques. La médaille d'or, elle a son coût. La médaille d'or, elle a son entourage. La médaille d'or, elle se prépare. C'est un projet. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait encore une fois une évaluation, parce qu'une évaluation réelle après des échéances, c'est passer par 3 étapes. Les 3 étapes sont la mesure, le jugement et la prise de décision. C'est-à-dire la mesure, on va mesurer, qui doit mesurer? Ce sont les athlètes de haut niveau eux-mêmes. Ce sont leurs entraîneurs qui souffrent sur le terrain pendant des années, pendant des macrocycles. Ensuite, il y a le jugement. On juge que c'est bon ou c'est pas bon. On poursuit ou pas. Après, on prend les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, moi je pense que monsieur le président de la République a déjà pris une décision, si vous voulez, politique, c'est d'intégrer 14 000 enseignants au niveau du primaire, enseignants d'éducation physique, et on peut en parler plus tard pour autre chose. Voilà, on va arriver, donc on parlait, puisque les deux vous avez vécu au Canada, M. Belhadjouja et Hicham Ben Ayed, donc vous connaissez les 2 systèmes sportifs, on ne va pas faire un comparatif, mais on va citer le système sportif du Canada comme un exemple de réussite, puisqu'ils ont des champions, ils ont une réelle politique sportive. Oui. Si vous aviez à faire un petit comparatif entre les deux. Ben, moi, si je peux le donner par expérience, c'est le nombre d'heures passées dans la salle ou bien dans un terrain. C'est très très important, c'est primordial. Et j'ai vécu des 2 côtés, qui veut dire au Canada et en Algérie, et j'ai réalisé rapidement que le gouvernement nous donne toutes les infrastructures en Algérie, on a tout. Mais c'est la disponibilité, ou bien c'est le blocage qu'il y a. Par exemple, je pourrais citer, en étant au GSP et en équipe nationale, des entraînements qui sont de 1h30, mais avant ce créneau qui est de 17h de 17h, on va dire, à 18h30, ben, il n'y a personne dans le gymnase. Alors si j'ai un ballon de basket avec mes coéquipiers, on veut avoir plus de temps de répétition, mais ils vous disent que le créneau est le créneau, il n'est pas à vous, même s'il n'y a personne sur le terrain. Par rapport au Canada, je ne dis pas que c'est pas pour faire une comparaison. Ça ne va pas au-delà des responsables au placé, c'est plutôt de la salle et puis des gens qui travaillent sur le terrain. Il y a laisser la chance ou faciliter les jeunes à rester plus longtemps sur le terrain si c'est leur propre vouloir pour s'améliorer. Exemple, on parle d'heures d'entraînement, c'est la base. Exemple, les préparations qu'ils ont eues, les Olympiens, ils ont eu beaucoup de temps de préparation et à disposition. Les équipes militaires qui sont rigoureux, très disciplinés, mais même par rapport aux équipes amateurs et aux sports scolaires et tout, laisser la chance aux jeunes de s'entraîner
avec beaucoup plus de temps qu'une heure et demie par jour. Plus de volume d'entraînement. Voilà, ce qui nous emmène à parler du système du sport scolaire ou de l'éducation physique au niveau du primaire. Les dernières décisions politiques de l'État algérien et du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, vous les avez suivies, vous commencez à les appliquer progressivement, M. Dizem? Exactement, il faut valoriser d'abord la décision qui a été vraiment courageuse, une décision vraiment très très importante. Elle est venue en bon moment, surtout pour le sport scolaire. Nous sommes très contents en tant qu'en fédération du sport scolaire parce qu'on était un peu oubliés dans le cursus du mouvement sportif en général. Mais cette décision nous a vraiment encouragés et nous a donné beaucoup d'espoir pour travailler encore plus, davantage. Et sincèrement, automatiquement, la décision a été prise par les deux ministres et on a installé une commission interministérielle, une commission mixte. Et automatiquement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a installé une commission de suivi des compétitions scolaires au niveau des établissements scolaires. Cette commission, elle est bien sûr liée à la Fédération du sport scolaire, à travers tous les établissements scolaires. Donc il y aurait des interclasses. Déjà, ils ont commencé les interclasses. Et surtout, la décision du président, c'est les sports collectifs. Il a insisté sur les 4 sports collectifs. Les championnats de sport collectif. Exactement. Donc les sports collectifs, ça c'est une question, il faut bien la poser. Pourquoi les sports collectifs? Pourquoi le président a décidé pour les sports collectifs? Il faut se poser la question automatiquement, si on va comparer les derniers Jeux Olympiques, aucune participation des sports collectifs. Dans les sports collectifs. On n'arrive pas à arriver aux Jeux Olympiques. C'était avec les volleyeuses en 2012. En 2012. Depuis 2012, on n'a pas pu accrocher au moins la qualification au niveau des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une question qui a vraiment... C'était dans l'esprit On est dans l'esprit et il a imposé cette décision pour les sports collectifs et surtout pour la base. Ils savent que l'enseignement, c'est-à-dire le sport scolaire, contient plus de 11 millions d'élèves dans les 3 paliers. C'est important. C'est très important. Donc on a vraiment la base, elle est très large. La base, elle est très large. Et on peut creuser là et on peut trouver beaucoup d'athlètes, des compétences au niveau des jeunes. 14 000 enseignants, Badr Dir Belhadjouja. Ça doit être suivi par une application sur 16 000. 16 000, oui. Application sur le terrain. Oui, application sur le terrain et qui nous amène surtout à dire qu'il faut mettre des mécanismes en place. La décision politique, elle est là. La volonté existe. La volonté politique existe. Maintenant, comment en profiter de ces 14 000 ou 16 000 enseignants sur le terrain. Il ne faudrait pas oublier que ce sont des enseignants qui sont là pour une matière, c'est-à-dire qui doit être intégrée dans un système éducatif. Mais au-delà de cette matière, parce qu'il y a une passerelle entre l'éducation physique et la pratique et l'animation sportive au niveau scolaire, et dont le président ici présent est responsable de l'animation et non pas de l'EBS en lui-même en tant que matière. Tout à l'heure, vous avez posé la question comparaison entre le Canada et l'Algérie. Je suis d'accord avec notre ami qui a vécu là-bas. Il ne faudrait pas oublier que, par exemple, l'équivalence de l'éducation physique et sportive, qu'on appelle nous éducation physique et sportive, en tant que matière intégrée dans le système éducatif, au Canada, on l'appelle éducation physique et à la santé. Donc, vous voyez, l'appellation déjà vous emmène sur un cheminement. C'est-à-dire, ils veulent de la
la santé pour l'ensemble de la jeunesse. Oui, de la jeunesse et de la population en général, parce que c'est la population future. Les bambins vont grandir, ils vont être en bonne santé, ils vont garder cette éducation physique jusqu'à leur âge d'adulte, etc. Donc il y aura une nation en bonne santé, ce qui allégera en quelque sorte les frais par exemple de santé, les frais de médicaments, etc. pour cette société. Bon, chez nous, tantôt, vous savez, moi je dirais qu'une opération chasse l'autre. Quelle est la politique? Quels sont les mécanismes mis en place? On a tout le temps chassé une opération après l'autre. On commence une opération, j'ai l'impression qu'on la finit pas, qu'on ne fait pas son évaluation et puis on passe à autre chose. Et c'est ça qui est malheureux. On ne fait pas une véritable évaluation, comme je l'ai dit tantôt. Je cite un exemple. Le lycée sportif national de Draria, qui était normalement censé former des jeunes, leur donner l'horaire qu'il faut, etc., les mettre en place, comme il disait tout à l'heure au Canada, ils ont les moyens, ils ont si vous voulez, la plage horaire pour pratiquer leur sport, etc. Où est passé, après tant d'années, plusieurs cycles olympiques, est-ce qu'on a eu un champion olympique? Pas du tout. Si je cite encore le site olympique d'Elbès de Sétif, qui devait nous fournir, c'était un centre olympien. Et ce centre olympien, ça veut dire qu'il va nous faire sortir des Olympiens. Il est tombé à l'eau. Maintenant, c'est devenu un centre de préparation pour toutes les équipes, les associations, etc. Donc, voyez-vous, c'est une opération qui chasse l'autre sans faire un véritable bilan. Donc, voilà, l'éducation physique et à la santé au Canada, il y a des compétences à atteindre avec l'enfant. C'est-à-dire, vous avez l'agir, vous avez l'interagir, vous m'arrêtez si je me trompe, et vous avez adopté une vie saine et active. C'est bien ça. Donc, ici en Algérie, on ne définit pas encore les compétences à atteindre en éducation physique. Et ça, c'est malheureux. Ce n'est pas au niveau du politique, mais c'est au niveau des techniciens, c'est-à-dire au niveau un peu plus bas, au niveau du ministère. Il faudrait que les choses, ça soit clair. Quelles sont les passerelles entre les deux ministères de la jeunesse et des sports et de l'éducation nationale? Comment on fait la transition? Alors, vous savez, moi j'ai appris de certains gens, je dois rendre hommage par exemple à monsieur Mohamed Jamel, qui a été notre précurseur, c'est l'un des premiers inspecteurs en Algérie. Il avait une vision. Moi je voudrais bien poser la question à notre ami, où sont passées les 4 heures d'éducation, plutôt d'activité d'AS, d'activité sportive qu'on faisait dans le temps les lundis après-midi et qui étaient intégrés. Pourquoi? Parce que c'est passé naturellement. Parce que monsieur Mohamed Jamel était président de la Fédération algérienne des sports scolaires, mais en même temps, il était inspecteur général en éducation. Donc, il a su jongler, il a su mettre les mécanismes. Bon, maintenant, après les 16 000 enseignants d'éducation physique, quel est le projet qu'il faut mettre en place? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait réellement une pratique sportive scolaire qui doit être le levier du sport de performance? Eh bien, la réponse avec M. Huzen. Quels sont les mécanismes? Les mécanismes, déjà, ils ont posé sur place un travail de plateforme, d'un programme d'activité dans les écoles d'abord. C'est important. D'abord commencer par les interclasses et d'imposer maintenant, c'est une autre forme imposée à tous les établissements scolaires d'intégrer aux ligues des sports scolaires de wilaya, c'est-à-dire au moins 2 équipes obligatoires qui s'inscrivent à la pratique dans les animations sportives. On ne parle pas de l'éducation physique, mais dans l'éducation physique, c'est une matière obligatoire pour tous les élèves. Mais l'animation, c'est au choix des élèves et le choix des sélectionneurs qui imposent au niveau de l'établissement. Qui orientent surtout les élèves. Donc le plus important, cette fois-ci, on sent une dynamique, une volonté
dans tous les paliers, c'est-à-dire le directeur de l'académie, le directeur... C'est ce qui vous manquait, une dynamique? Oui, une volonté surtout? Là, c'est une volonté politique. C'est ça qui nous a manqué. Mais il faut, comme il a dit, Bodro, il a raison, il faut mettre les mécanismes qu'il faut. Les moyens humains, les moyens financiers, les moyens d'infrastructure. Tout ça, ça doit être bien étudié et bien structuré pour mettre en place vraiment une bonne dynamique saine pour les enfants, sécurisé pour les enfants aussi, parce qu'il ne faut pas mettre on ne peut pas pratiquer dans n'importe quelle infrastructure qui est un peu dangereuse pour les élèves. Il faut savoir sécuriser l'endroit, c'est très important. Donc tout ça, on sent qu'il y a une volonté qui est mise déjà en marche par rapport à la commission mixte interministérielle et qui est descendu vers les walis. Chaque wali de chaque wilaya, le wali c'est lui le responsable de la commission au niveau de la wilaya. Au niveau de sa wilaya. Bien sûr, le directeur de l'académie, le DGS, la Ligue des sports scolaires et tous les acteurs pour mettre une application sur place. Donc ça va commencer cette fois-ci. On sent déjà les licenciés des élèves demandent tous la réaction des élèves, les parents des élèves aussi. Tout ça, ça nous amène à une dynamique. J'espère que ça va. On va, comme il a dit à Badro, il faut toujours commencer, mais il faut toujours mettre un arrêt pour évaluer un peu la situation, pour ne pas avancer dans un chemin qui n'est pas correctement tracé. Hicham Benayed, il faut le rappeler, on ne l'a pas dit tout à l'heure, tu es directeur sportif, c'est bien ça? Oui, dans un lycée à Montréal. Très bien. Oui. Et comment tu vois l'évolution du sport scolaire et surtout de cette matière importante, l'éducation physique au niveau du primaire ici en Algérie? Eh bien, tout d'abord, c'est la base. Alors, c'est l'endroit où le jeune se développe et exactement, c'est à lui de choisir la discipline qu'il veut. Alors déjà, c'est l'aspect le plus important. Le lycée, le primaire, pour le président, comment je peux dire, c'est la structure la plus importante, car ça va développer aux jeunes et aussi à son envie de poursuivre sa carrière. Et nous, en tant que lycée à Montréal, le temps de jeu et de perfectionnement est très important. Alors ici, avec les infrastructures qu'ils ont, c'est très très important de le laisser découvrir quel sport il veut faire et le motiver à le continuer de façon saine et sécuritaire, bien sûr. Voilà, ça c'est important ici également, c'est surtout attendre et suivre la réaction des enfants. Suite un petit peu à cette nouvelle politique et surtout à cette nouvelle dynamique. Vous savez, la réaction de nos enfants, elle a toujours été positive. Ça, il faut le rappeler. Instinctive. Oui, l'enfant a besoin de jouer, l'enfant a besoin... Vous savez, quand vous mettez un enfant primaire, 6-12 ans, c'est une tranche d'âge très délicate. Vous le mettez devant un cours théorique. Sur 1 heure, il ne pourra être concentré avec son enseignant que 6 minutes. Mais si vous le mettez en plein air, dans une salle de sport, dans une piste d'athlétisme, sur un terrain de foot, etc., il est concentré avec vous 1 heure sur 1 heure. Il veut jouer. C'est l'instinct de l'enfant de cette tranche d'âge 6-12 ans. Moi, je voudrais quand même revenir à cette comparaison. Vous savez, chez nous, on perd trop d'argent. Vous allez peut-être être étonné. Nous perdons trop d'argent. Quelle est la cellule de formation du sport chez nous? Tantôt, c'est le club, l'association. Tantôt, on parle de sport de masse quand il s'agit d'associations communales. Et on parle de sport de haut niveau avec les autres clubs qui sont le Mouloudia, le CRB, etc. Donc, il y a un argent fou qui part. Tandis que au Canada, à Montréal par exemple, c'est l'école. C'est l'école. Un jeune, il choisit l'école là où il y a activité de sa discipline. Donc on ne perd pas d'argent. Il y a évidemment des clubs. Mais les clubs sont à caractère pratiquement, je dirais,
privé. Hein? C'est payant pour l'enfant. Là-bas, l'enfant, quand il part pour ses prémices, pour ses premiers entraînements, il paye. Ce n'est pas l'État qui va subventionner les clubs, mais il donne l'avantage à des écoles parce qu'ils savent qu'au niveau de l'école, on fait un grand brassage. Et puis, on a si vous voulez, on peut là-bas sélectionner et avoir une orientation vers une discipline quelconque. Donc, ça se fait vraiment à bon escient, sans perte d'argent. Ici, on perd trop d'argent. Voilà ce que je voulais dire. Revenir à M. Izem, oui, il faut des mécanismes par rapport à cette décision politique. Et parmi les mécanismes, c'est offrir de l'animation sportive, et je pense que c'est dans les prérogatives de la Fédération algérienne des sports scolaires, c'est d'ouvrir le champ à des élèves qui ne sont pas encore licenciés dans des clubs. Et il ne faudrait pas... Oui. Pourquoi il y a un engouement? Parce que l'élève, d'une part, même s'il est au Mouloudia ou il est au NED ou il est ailleurs, il a le droit de défendre son établissement. Il est scolarisé. Donc il faut garder ce championnat qui a tout le temps existé depuis longtemps, avec ses phases wilayales, régionales, nationales, dans toutes les disciplines, croyez-moi. Par contre, maintenant, ce qui intéresse le levier du sport de performance à l'école, c'est l'élève qui n'est pas licencié. Et là, je poserai la question à mon ami. Où est passée la proposition que je vous ai faite en 2009, c'est-à-dire de créer un championnat qu'on appellerait le trophée national scolaire des non-licenciés. Là, ça intéresserait et les entraîneurs, et on verra le travail de l'enseignant d'éducation physique réel. Est-ce qu'il forme? Est-ce qu'il est capable de former en dehors de sa tâche d'enseignant d'éducation physique? Monsieur Izem? Oui, là, je réponds à mon ami. Il sait très bien que la Fédération algérienne du sport scolaire, sur le plan moyen, vraiment, elle est la fédération la plus faible par rapport aux autres fédérations. Nous sommes une fédération omnisport. Et une fédération très importante. Tout le monde parle. Mais sur le plan pratique, sur le terrain, c'est une autre chose. Si on arrive à faire un programme de championnat qui est subventionné seulement par le ministère de l'Éducation nationale, et très rarement par le ministère de la Jeunesse et des Sports, seulement pour les fonctionnements et les déplacements à l'étranger, on pourra dire qu'on ne pourra pas faire deux championnats en parallèle, l'un pour les sports, pour les athlètes structurés et les autres pour les non structurés. Nous, on appelle pour les non structurés, c'est pour les élèves, surtout dans le primaire. Les primaires, en général, ils ne sont pas structurés. C'est la phase... Le palier le plus important. Pour nous, on fait beaucoup d'animations, d'activités sportives, des championnats, même, si vous vous rappelez, Hadjouji a été président de la fédération d'athlétisme. On a fait un travail ensemble sur le kids athlétique qui nous a vraiment aidé. C'est lui qui nous a aidé à la fédération du sport scolaire. Et vraiment, ça a fait une animation très large pour les paliers, le premier palier, qui contient plus de 22 000 établissements scolaires. Imaginez combien d'élèves qu'il y a seulement dans le palier. Et sincèrement, avec le travail qu'on faisait avec les élèves qui ne sont pas structurés, c'est très important. Restent les autres disciplines et les autres catégories. On est obligé de laisser le champ pour les championnats qu'on a les moyens pour gérer, c'est tout. Je saute sur l'occasion quand même. C'est mon ami, je peux me permettre, je peux me permettre sans rougir. Vous savez, c'est le moment. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler tout à l'heure d'une convention. Il y a eu une décision politique. Ensuite, il y a eu une convention où elle est à l'état embryonnaire. Il faudrait sauter sur l'occasion entre les deux ministères. À vous d'intervenir, si je peux me permettre, Monsieur le Président, justement d'intégrer ces mécanismes, même le coût de ces mécanismes dans cette convention.
convention. Il ne faudrait pas qu'on reste... Vous savez, à travers le temps et l'histoire du sport en Algérie, il y a eu plein de conventions. Ouais. Mais on n'est pas allé au bout des choses et définir les tâches de chacun, qui doit payer telle et telle opération. Moi, je pense que l'occasion se présente clairement. Donc, concernant, par exemple, démarrer un championnat pour les non-licenciés, comme vous dites, les non-structurés, je pense que ça relève de cette convention et il faudrait l'intégrer dans cette convention, ne serait-ce comme opération pilote pour certaines disciplines, disons-le. Allez, 2 sports collectifs et un sport individuel. Ça ne va pas coûter très cher et ça va, si vous voulez, faire une expérience, ne serait-ce minime pour 3 disciplines au départ, 2 ans, 3 ans, et voir l'évolution, et puis l'élargir aux autres disciplines, d'une part. D'autre part, le kit sakitique, moi je voudrais quand même rendre hommage à M. Si Mohamed, c'est lui l'initiateur. Bon, l'initiation est venue de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme. La Fédération d'athlétisme a été quand même la première en Afrique à faire venir les kits, à acheter ces kits, etc. Il fallait combattre pour ça, pour avoir l'enveloppe financière, et on devait, bon, moi j'ai fait un mandat, je suis parti, donc grâce à C. Mohamed qui m'avait poussé à élargir cette opération, et on avait, si vous voulez, intégré ce kit au niveau du scolaire, mais le scolaire, avec une convention, rappelez-vous, monsieur, il devait prendre le relais, parce que c'est un moyen extraordinaire pour développer la motricité chez l'enfant au primaire. Très bien. Votre information, on a, c'est-à-dire suivi le travail. Dans toutes les wilayas maintenant, existe le maximum 20 à 30 kits dans chaque wilaya. Oui, mais il faudrait qu'il existe dans chaque établissement, parce que c'est le seul moyen, si vous voulez, qui est sécurisé, qui sécurise l'enfant, qui lui apprend les gestes importants, les gestes qu'il faut, les qualités physiques qu'il faut à cette tranche d'âge, 6-12 ans. Richard ? Oui. Je prends cette opportunité pour dire que c'est très important de comprendre qu'au primaire et au lycée, il y a des athlètes qui se développent moins rapidement que d'autres. Oui. Les instances privées, les clubs, viennent prendre les jeunes qui sont un peu plus développés. Mais il y a des jeunes qui se développent lentement, mais qui devraient avoir accès à un championnat parce qu'il peut surmonter celui qui est déjà développé et avoir un meilleur talent. Alors ça rend la structure encore mieux et ça peut aider les équipes nationales de chaque discipline. Il n'y a pas de perte. Tout est suivi parce qu'il y a tendance, les instances privées, exemple les clubs, ils voient un jeune talentueux à un âge de 12 ans. C'est le meilleur de cette région. Mais celui qui a 12 ans, qui est moins développé, à 15 ans, il va le surpasser. C'est très important cette continuité et de valoriser ce jeune qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas de licence dans un club, pour qu'il puisse parvenir à un développement, s'exprimer, même si c'est lentement, à l'âge de 17-18 ans, le but va être atteint. On avait plusieurs cas. Beaucoup de cas où est-ce que la détection, elle se faisait, mais elle était limitée. Mais il faut garder cette tranche d'âge et les suivre durant leur parcours. Très important. Vous parlez du système canadien, on était en train de faire une comparaison. Cela ne veut pas dire que nous allons faire du copier-coller. Est-ce que c'est intéressant de copier des modèles, Badro ? Écoutez, bien d'adapter à la réalité algérienne. Surtout. Vous savez, on peut adapter... on prend, disons, les meilleurs mécanismes qu'il y a en Allemagne. Là, par exemple, notre ami qui vit à Montréal vient de parler de la détection et l'orientation des jeunes. Comment on détecte? On ne met pas de côté quelqu'un qui n'a pas réussi un examen, si vous voulez, ou un test physique, ou un test technique de motricité. On continue à le suivre. Pourquoi? Parce que le jeune le plus intéressant, c'est celui qui s'adapte justement à l'entraînement. Donc on prend des gosses, et ça, le meilleur système dans la détection des jeunes, c'est le système allemand. Pourquoi? Parce qu'on étale la sélection, si vous voulez, pour sélectionner des jeunes, sur une année complète. On prend des jeunes, on leur fait des tests à l'état intrinsèque, sans entraînement.
Il y a par exemple 1000 jeunes, on leur fait des tests, ensuite on les entraîne, on les classe, on met de côté leur classification à l'état brut intrinsèque. On fait un cycle d'entraînement avec eux, les mêmes, on renvoie personne, et on refait les mêmes tests après 3 mois d'entraînement. Et on refait les mêmes tests dans les mêmes conditions. On reclasse. On les entraîne encore 3 mois. On refait un 3e test et on classe. Quel est le jeune le plus intéressant? Celui qui fait une évolution, c'est pas celui qui a fait premier. C'est celui qui évolue. Ça veut dire que l'entraînement lui parvient bien. Ça veut dire qu'il s'adapte à l'entraînement. C'est le jeune talentueux. C'est celui qui était classé 500, par exemple, sur 1000, et qui a fait un bond de 100 ou de 200. C'est ce jeune-là qui est talent sportif. Ce n'est pas le premier. Madame Saouda Khalil, qui vous passe le bonjour, elle est d'accord avec vous. Je l'embrasse très fort. Voilà, elle est d'accord avec vous. Elle dit qu'il ne faut pas copier les modèles. Ah, il ne faut pas copier, il faut adapter. Encore une fois, on a tout le temps... regardez, aujourd'hui, si on se pose la question, qui doit former? Le club? L'école? Qui? On ne sait plus. Mais on gaspille de l'argent. On donne... Elle dit qu'il faut travailler avec les laboratoires de l'IEPS et l'ISTS. Effectivement. D'accord? Oui, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait justement passerelle. C'est un petit peu une interactivité avec entre la recherche scientifique et ce qui se passe sur le terrain. Là, c'est un autre discours et on n'a pas cette passerelle. On ne s'imprègne pas des études faites. Exemple, ce que je disais à mon ami tout à l'heure, c'était sûrement ma thèse de magistère, rappelez-vous. Instaurer un championnat national scolaire des non licenciés. On a perdu du temps. 2009. On est en 2025 bientôt. Hein. Ouais. Donc voyez-vous, il faudrait aujourd'hui que le sport scolaire soit l'intérêt de tous autour des 2 ministères et autour de la réforme sportive. Bien sûr, de la réforme sportive. C'est ça ce qu'on veut transmettre comme message. Concernant le mode de financement surtout, c'est sa question, sa deuxième question, Madame Khalili. Est-ce que cette dynamique a été accompagnée par un mode de financement, puisque vous venez de dire que vous étiez l'une des plus... il y avait moins d'argent au niveau de cette fédération. Non, sincèrement, ces dernières années après moins riche, j'allais dire. Après cette décision du président de la République, on a vu il y a une autre dynamique, mais seulement surtout pour les moyens financiers. Ça fait 2 années ou 4 années, ça fait 3 ans. Il y avait une subvention spéciale pour les kits athlétiques. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a donné 3 milliards pour équiper toutes les wilayas par les kits athlétiques. Et on a pu donner cibler les écoles pour donner au moins 10 par wilaya par rapport aux moyens qu'on avait. Donc pour acheter des kits, il fallait trouver bien sûr un fournisseur qui nous fait de bons prix pour essayer d'élargir le maximum pour tous les établissements scolaires. Mais cette dynamique, elle est toujours continue. On a toujours les moyens pour acheter d'autres kits pour tous les établissements scolaires. Seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique. La première fois, c'est une première, dernièrement, il y a une décision politique au niveau de la ministère de l'Éducation nationale à donner 150 000 dinars par établissement scolaire. Et ça n'a jamais été. Ouais. 150 000 dinars, c'est une première par établissement. Donc les 3 paliers ont réussi d'avoir 150 000 dinars pour commencer cette dynamique de pratique dans les établissements scolaires. C'est déjà une bonne volonté et j'espère que ça va continuer et ça va augmenter aussi parce que ça demande beaucoup de moyens pour essayer de réussir. Hicham, il y a certainement des Algériens au niveau de l'établissement que vous prenez en charge au Canada, à Montréal. Est-ce que vous voyez surtout le fruit de votre travail à travers les années? On le voit de 12 ans à 17 ans, on voit la différence de développement. Ouais. Et ça consiste vraiment à beaucoup de travail sur le terrain et également la motivation qu'on leur donne.
C'est une des choses, il ne faut pas en aucun cas, il ne faut en aucun cas le délaisser ou bien le démotiver. C'est surtout ça, c'est dans le mental. Ces jeunes-là, ils ont besoin de motivation, ils ont besoin d'aspects positifs et ils ont également besoin d'un coach et un accompagnateur qui puisse les guider. Ça, c'est au stade de l'éducation physique. Exactement, ça c'est au stade de l'éducation physique. Comme on en avait parlé, le sport a été remplacé par éducation physique. Éducation physique et à la santé. Alors, il y a différents types également dans le lycée. Il y a des options. Il y a option basket, il y a option soccer, il y a option volleyball. Il y a plusieurs options. Et le jeune a le choix, au début de l'année, de choisir le cours qu'il veut. Ça va l'inciter à avoir plus d'heures sur cette matière. Avec un coach, un professeur, qui va faire en sorte de lui donner toutes les notions pour s'améliorer. Et ça va aussi lui donner la chance et l'opportunité de j'aimerais bien continuer sur cette filière, ou bien l'année prochaine, à mes 14 ans, je vais aller option soccer. Alors, c'est des options qui vont vraiment l'orienter sur différentes bases. Et à la fin, ça sera à lui de choisir où il voudrait se perfectionner le plus. Monsieur Hicham, alors c'est une véritable révolution, on peut citer ça comme ça, au niveau du sport scolaire, c'est plus du pain sur la planche. Alors, avec point de départ, décision politique, les mécanismes, le travail fait par la Fédération de sport scolaire et des événements organisés très prochainement. Très prochainement, beaucoup d'événements en parallèle. Bien sûr, avec toutes les fédérations conventionnées avec eux, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui va se faire en parallèle parce qu'il y a des échéances internationales qu'il faut préparer aussi. Les Jeux africains ? Bon, les Jeux africains, bien sûr, c'est assez important. Normalement, c'est le mois d'août prochain. Donc, on n'a pas encore fixé la date. Fixer la date, c'est bon. On a essayé de fixer la date du 20 au 30 août prochain. Mais on n'a pas encore la décision officielle pour l'organisation et l'endroit. Le lieu. Le lieu, exactement. Donc on a Oran qui est vraiment un bijou, prêt. Exactement. La commission dernièrement réunie au niveau du ministère entre l'ACNOA, le comité olympique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports. On a mis une commission pour voir ailleurs, c'est-à-dire vers l'Est. On a vu Annaba, on a vu Skikda et Constantine. C'est une ville de sport. Oui. On a vu l'Est, c'est-à-dire pour voir l'état des lieux, des infrastructures et surtout l'état des infrastructures et surtout pour l'hébergement aussi. Ça, c'est important. Donc, on a une idée sur l'Est. Donc, c'est acquis. On a eu une idée sur l'Est. Prochainement, on va se réunir pour... Pourquoi le mois d'août ? En pleine chaleur, c'est-à-dire, mois d'août, c'est une phase de préparation. C'est une phase de préparation pour les Jeux olympiques de la jeunesse, pour 2026 au Sénégal. Parce que beaucoup d'élèves seront en vacances. Oui, seront en vacances. On pourra faire une préparation des jeunes pendant des stages de préparation pour préparer au mois d'août. Donc, on a une phase... On termine les championnats nationaux scolaires au mois de juillet, donc on peut faire des sélections, et la préparation des sélections, et mois d'août seront prêts pour affronter nos jeunes africains. Inch'Allah, il nous reste 1 minute, le débat est passionnant. Réaction juste par rapport à... Réaction, vous savez, la noblesse des choses, c'est qu'on laisse des traces. Et laisser des traces... Pour la continuité, oui, pour la continuité. C'est le moment. Je pense que c'est un moment opportun pour la Fédération algérienne des sports scolaires pour mettre les véritables mécanismes. Parce qu'une compétition internationale, de toutes les façons, on verra les mêmes athlètes qui sont structurés dans les clubs. Hein. Et donc, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que l'élève a le droit si vous voulez, représenter son pays, représenter son établissement. C'est un sigle d'appartenance qu'on a tendance à perdre par les valeurs. Mais la chose la plus importante, c'est que le sport scolaire redevienne le levier du sport de performance. Et il y a une issue. L'issue, c'est quoi? C'est que les non structurés
puissent s'épanouir dans un programme d'animation sportive scolaire. Merci Dardine Belhadjouja, le débat était passionnant. Merci Monsieur Izem et bonne chance dans votre mission. Hicham, vous allez retourner chez vous au Canada demain très tôt le matin. Exactement. Et bon retour chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance dans votre nouvelle mission. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain.